Avant toute chose, commencez par vous abonner à la chaîne et activer la clochette de notification pour ne manquer aucun de nos programmes passés et futurs. L'Europe regorge d'une importante communauté cosmopolite mondiale. En cette période de confinement, nous allons nous intéresser à la communauté africaine vivant sur le sol européen, particulièrement le peuple Haoussa de l'Europe. Dans ce programme, nous allons aborder les sujets de l'intégration de la communauté Haoussa, mais aussi, comme nous l'impose l'actualité, voir comment vit-elle cette communauté, le confinement et le ramadan. Eh bien, nous serons en duplex avec notre invité qui est de l'autre côté de l'océan, Awal Naparko Meikantou. Il appartient à la communauté qui nous intéresse ce jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gambo Chaibou. Je vous remercie de cette invitation sur votre chaîne de télé et c'est tout un honneur pour moi de pouvoir être avec vous à cette heure bien précise qui est 16h40 à Paris et j'imagine qu'il est 15h40 à Douala. Oui, naturellement. Comme un adage le dit dans la communauté Haoussa, comme dit le dicton, on aimerait bien que vous vous présentiez en quelques mots. En fait, moi je suis natif de Yaoundé, à la Briqueterie. Je m'appelle Awal Aoudou. Mon nom qui est bien connu par tous ceux qui me connaissent à Yaoundé. D'accord. Mais depuis un certain temps, j'ai pu changer ce nom et ce prénom, qui est maintenant Naparko Meikantou. D'accord. En fait, qui est la traduction de Awal Aoudou. Comme je suis le premier petit-fils de mon grand-père qui est Meikantou. Ok. Je suis camerounais et résident à Paris. Depuis pratiquement 22 ans que je vis sur Paris. Ok. J'ai été marié à Paris. J'ai un enfant de 17 ans qui prépare actuellement son bac. Okay, qui s'appelle Agouya Zakia. Ok. Marié à une Européenne ou bien une Africaine? Bon, en fait, j'étais marié à une Européenne. D'accord. On a eu pratiquement 10 ans de mariage ensemble. Et on a eu une belle petite fille qui s'appelle Zakia. Ok. D'accord, merci. Comme je le soulignais déjà dans mes propos introductifs, en tant qu'Africain, comment parvenez-vous à vous intégrer au quotidien et dans la communauté européenne? Bon, en fait, ce que moi je peux dire sur l'intégration des Africains ici en Europe, plus particulièrement en France. Moi, ça fait 22 ans, plus de 20 ans que je vis en France. J'ai vécu en Égypte pendant 4-5 ans, où j'ai fait mes études à l'université Al-Azhar. J'ai vécu en Arabie Saoudite pendant 1 an. Ça m'a donné cette chance de connaître pas mal de communautés en étant en Égypte ou en Arabie Saoudite. Ouais. J'ai connu pas mal de frères africains, que ce soit du Niger, du Nigeria, du Gabon, du Togo, du Bénin, et pas mal de pays africains avec qui on a fait des études. Je suis arrivé en France, j'ai retrouvé le même monde, qui sont Congolais, Béninois, Nigériens, Togolais. Et dans ces mêmes communautés, on y retrouve des Haoussa qui viennent de pays un peu différents. Le Nigeria, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, où on retrouve des Haoussa. Moi, j'ai eu la chance de croiser ici en France des Haoussa qui viennent d'Afrique du Sud et qui me disent que non, ils ne sont pas une immigration en Afrique du Sud. Ils sont des Sud-Africains. Oui. Leurs arrière-grands-parents sont des Sud-Africains, les grands-parents et leurs parents sont des Sud-Africains. Et ils y résident. Alors, je reviens sur votre question, Monsieur Gambo, parlant de l'intégration à propos de notre communauté. Nous avons la chance de vivre dans un pays de loi et de droit, qui est la France, qui se trouve sur le continent européen. Sachant que si on prend par exemple l'interprétation de ce qu'on appelle une communauté ou son intégration, une communauté est un regroupement de personnes autour d'une thématique commune. Ainsi, ils sont plus ou moins cohésifs et leurs membres partagent entre eux une certaine culture, des normes et des valeurs sociologiquement. La notion de communauté
implique l'existence d'éléments sématiques partagés et qui rallient autour de lui des gens et des valeurs, ainsi leur culture et leur religion. On y retrouve des hommes interagissant sur des sujets de discussion autour d'un thème politique, formant une communauté épistémique, puisqu'effectivement, interagissent autour d'éléments sématiques communs. Ça veut dire qu'une communauté est englobée de beaucoup de paramètres et de beaucoup d'ensembles. Oui. Et ces ensembles sont érigés par des règles juridiques. Très bien. La communauté Aoussa est arrivée en France depuis longtemps. Oui. Parce que moi, quand je suis arrivé, ça fait 22 ans que je vis en France. Je suis arrivé, j'ai eu des anciens qui m'ont dit que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ici. Et même eux, ils nous ont fait savoir qu'ils sont arrivés, il y avait déjà des aînés. Ça veut dire l'immigration des Africains ici en Europe date depuis l'après-guerre, ou bien même avant. Ouais. Et c'est une communauté qui est bien intégrée ici, qui respecte les valeurs de la République, les normes de la République, parce que la même République nous a donné la chance de nous sentir chez nous. D'accord. Sans toutefois vous couper, hein, est-ce que dans cette intégration-là, on retrouve parmi cette communauté des personnes qui, à force de s'adapter aux règles de l'autre côté, ils oublient parfois la culture originelle? Bon, moi, ce que j'ai dit là-dessus, si, par exemple, le Gabon, si tu prends, par exemple, toute communauté de par le monde, l'exode, l'immigration, les voyages. Parce que l'humain est fait pour les voyages. On a tous voyagé. On s'est tous déplacés. Et partout où on y va, on essaie toujours de s'adapter. Plus ou moins de s'adapter. Et de prendre ce que l'autre nous propose. Et maintenant, c'est à nous, les arrivants, de faire le choix. Prendre le bon côté ou le mauvais côté en adaptant avec nos valeurs, avec des valeurs qui sont propres à nous. Exact. Les cultures qui sont propres à nous. Exact. Je finis, s'il te plaît, M. Gambo. Au fait, ici en France, la France nous a donné cette chance, vu que la France est un pays des cultures. C'est un pays d'immigration. L'homme Aoussa, ici en France, est chez lui. On le fait sentir qu'il est chez lui. On lui donne tous les droits qu'un Français peut réclamer. De toute façon, qu'est-ce qu'on attend même par intégration? L'intégration, c'est le processus tendant à donner à une minorité des droits égaux à ceux de la population dominante et leur permettre de vivre décemment et convenablement dans le respect des valeurs de l'autre et en restant eux-mêmes avec leurs valeurs morales, culturelles et spirituelles. Parlant de la spiritualité, ici en France, nous avons des mosquées partout. Ça veut dire qu'on nous permet d'être nous-mêmes, de respecter nos dogmes spirituels. Très bien. Et à propos des vêtements, ici, notre style vestimentaire. Exact, qui fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Moi, je m'habille partout où je vais. Dans l'administration, mes rendez-vous à la mairie. Bon, j'ai beaucoup de relations avec les gens de la mairie. Et avec le ministère de la Culture. J'ai beaucoup de relations avec eux. Je m'habille normalement. Avec comme il y en a qui parlent mal en Bahaouchi. Je porte mon chapeau, je porte mon boubou, et quand j'y vais, ça ne choque personne. Mais il y a souvent des petits curieux qui me posent la question, mais il est beau votre boubou. Mais dans la logique, et dans le raisonnement du français, tout ce qui est long est un boubou ou un pyjama. Ils ne connaissent pas ça. Maintenant, c'est à nous d'essayer de leur expliquer que ce n'est pas un boubou. On l'appelle saro. Les Arabes appellent djellaba. En Inde, on l'appelle sari, ainsi de suite. Exact. Mais ce n'est pas à l'autre de s'adapter à moi. C'est à moi qui suis venu chez lui d'essayer de m'adapter avec mes valeurs et lui expliquer non, ce que j'amène chez toi, il est à moi. Et c'est quelque chose de positif qu'on peut partager. Exact. Bon, est-ce que, selon vous, tout ce que vous expliquez là, est-ce que sur le terrain, c'est ce qui est fait? Je vais parler des autres membres de la communauté. Est-ce qu'ils parviennent à... Oui, les membres de la communauté africaine, oui. Est-ce qu'ils parviennent à
à s'intégrer de cette manière-là avec beaucoup de commodités telles que vous l'expliquez là. Voilà. Est-ce que ça... Bien sûr. Voilà. Bien sûr, monsieur Gambo. Moi, j'ai des relations avec pas mal d'Africains, des frères africains ici, et pas mal de frères camerounais. Tu parles les Peuls, les Bamileke, les Etones, les Boulous, les Bassa. Je parle du Cameroun, hein. Oui. Le pays que je maîtrise le mieux. Très bien. C'est des communautés avec lesquelles on a de très bonnes relations. Ici, en France, tu trouves les chefs Bamileke, les chefs, la chefferie Bamoun, la chefferie Bassa, Oui. la chefferie Eto, la Et chefferie Boulou. Et depuis quelques années, je crois, la chefferie de la communauté Haoussa de l'Europe aussi a été installée. Oui. Oui. Alors, parlant de la communauté Haoussa, Voilà. je parle de la chefferie Haoussa. Exact. La chefferie Haoussa, elle a commencé ici en France, je dis officiellement, hein, Officiellement, oui. parce que je fais partie de ceux qui ont initié ce projet. On l'a mis sur la table, on a discuté dessus. Depuis 2014. On a mis un projet de faire valoir la culture Haoussa, lui donner de la visibilité, faire en sorte que les gens sachent qu'il y a des Haoussa ici en France. Qu'on sorte de notre petit trou. Même comme on est bien intégré, mais chacun essayait de vivre de son côté. On a mis en place cette chefferie qui a fait en sorte que la communauté Haoussa et les autres communautés se sont sentis à l'aise. Vous prenez par exemple les Centrafricains, les Nigériens, les Tchadiens, les Gabonais, les Togolais, les Ivoiriens, les Nigérians. Ouais. Dans tous ces pays, vous avez des Haoussa. Et quand on a mis la chefferie Haoussa en place, toute cette communauté Haoussa qui vient de pays divers se sont sentis concernés par le projet. Oui. Et si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux depuis 2014-2015, il y a ce flux des chefferies qui sortent de partout. Tout le monde prétend dire qu'il est chef de telle communauté ou chef de telle communauté. Qu'est-ce que je vais dire par là? Au fait, la France est un pays de culture, un pays qui donne la chance et l'ouverture à tout le monde de pouvoir s'intégrer et s'exprimer avec ses valeurs. La France ne refuse à personne d'être soi-même, sauf si la personne refuse d'être qui il est. Oui. Par complexe, par peur ou par honte. On essaie toujours, ou on a toujours tendance à vouloir être l'autre et être ce que nous ne sommes pas. Exact. Mais la France nous donne tous cette chance d'être nous-mêmes, de nous intégrer avec nos valeurs, nos moralités et notre culture, et sans jugement, dans le respect des valeurs de la République. D'accord, merci pour tous ces éclaircissements que vous faites à propos de cette question qui vous a été posée. Voilà, actuellement, il y a ce qui prévaut en ce moment, c'est le confinement dû au cas du Covid-19 qui est une pandémie qui a gangréné toute la planète, voilà. Comment est-ce que vous en tant que Haoussa, et nous savons très bien que à 99% de la population Haoussa, elle est musulmane. Comment est-ce que cette population-là vit le confinement pendant ce mois de Ramadan qui nous a retrouvés pendant le confinement? D'accord. En fait, ce que je voulais dire, on revient d'abord un peu en arrière, Gambo, avant de parler du confinement et parler du Ramadan. D'accord. Je vais d'abord parler de cette pandémie du Covid-19, qu'on appelle coronavirus. Oui. La maladie à coronavirus est une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale causée par la souche de coronavirus. Les symptômes les plus fréquents en sont la fièvre, la toux et la gêne respiratoire. Et plus rarement, un syndrome de détresse respiratoire aiguë pouvant entraîner la mort, notamment chez les personnes fragiles. Ah, fragiles, oui. Ok. Les personnes fragiles. Très bien. Ou des personnes fragilisées par l'âge. Oui, d'accord. Ok. Très bien. Il existe un taux important de formes asymptomiques. La transmission en humain se fait surtout via des boulettes respiratoires, ou des salutations, ou des embrassades, ou des partages du quotidien. D'accord. Ouais. Ok, maintenant, on revient à la question que j'ai posée.
comment est-ce que, Ouais. vu le confinement et les restrictions de mouvement partout en France, je pense, et partout en Europe, en ce mois de Ramadan, comment vit la communauté cette situation? En fait, depuis le mois de janvier, Oui, quand on a pris cette maladie en Chine, dans la ville de Wuhan, c'est depuis décembre-janvier, oui, qu'il y a des rumeurs et tout, qui circulaient un peu partout sur les réseaux sociaux, sur les médias et consorts. d'accord, oui, Mais ici, en Europe, c'est depuis décembre-janvier, avec l'Italie et l'Espagne. oui, Et nous, ici en France, c'est depuis janvier. Fin janvier, mi-janvier, fin janvier. Et au mois de février, ça a commencé vraiment à bouillonner ici en France. L'État français a essayé de prendre des mesures. Mais après les élections du 12 mars, l'État a accentué les choses. Et on nous a mis en quarantaine depuis le 13 mars. On a mis toute la France en quarantaine. oui, Parce que le taux de mortalité commençait vraiment à augmenter. Parce qu'il y avait vraiment des morts en Italie et en Espagne. Et ça inquiétait la population et l'État français. oui, Le 13 mars, la France a fermé ses frontières avec l'Italie et l'Espagne. Le 14 et le 15, on a fermé la frontière avec tous les États du monde. oui, Et ce qui s'est suivi, tout le monde le sait, oui, il y a eu un taux de mortalité très élevé. Nous avons eu plus de 20 000 morts en France. oui, Et ça, c'est énorme. oui. Et au niveau de la communauté Je Haoussa crois ici en que la France, France a eu un pic de 600 morts sous 24 heures. sur 24 heures, oui, sur 600 24 heures, il y a un pic de 600 morts. Et c'est énorme Oui, pour un État comme la France, où la sécurité de la population est prise en charge par l'État, où les hôpitaux sont modernes, ils ont tout ce qu'il faut. Mais avoir un pic de 600 morts en 24 heures, c'était beaucoup. c'est du jamais vu en France. Ouais. Et ça a vraiment inquiété le système et ça a inquiété la sécurité sanitaire de la France. Automatiquement, la France a mis la barrière. Toutes les frontières étaient fermées et il y a eu une forte sensibilisation. Au niveau de la communauté Haoussa ici en France, nous sommes là et on a essayé de s'appeler un peu à gauche, à droite pour avoir des nouvelles. Oui, Mais heureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu ni de contaminés parmi nous, ni de morts dans la communauté Haoussa. Du moins, dans la communauté Haoussa que je connais, oui, avec qui j'ai des contacts, oui. et que j'appelle de temps en temps pour avoir des nouvelles et donner des nouvelles. Jusqu'à présent, ça va. Est-ce que cela peut s'expliquer est-ce que c'est peut-être parce que cette communauté respecte peut-être les consignes prodiguées par le gouvernement? C'est peut-être ça qui peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas de contamination ni de cas de décès dans cette communauté-là? Qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous? Ouais, moi, ce que je peux expliquer d'abord, la communauté Haoussa qui est ici en France, c'est une communauté jeune. Elle est très jeune. D'accord. Ça varie de 20 ans, 18-20 ans, à 55 ans. D'accord. Oui, elle est relativement... Que je connais. Oui. Elle est relative. Et si vous prenez un peu ici en Europe, les plus contaminés et la communauté sur laquelle il y a eu plus de décès, c'est les personnes âgées. Oui. Le plus jeune cas en France était de 33 ans. Et il était obèse. Oui, il était obèse. Ouais. Oui. Obèse, ouais. Et la majorité des gens qui se partagent ou qui sont atteints de cette maladie ou de ce virus, c'est des gens qui sont soit atteints d'une maladie, qui ont un système immunitaire fragile, qui fait en sorte que cette maladie puisse avoir accès très facilement dans leur organisme. Exact. Mais nous, la communauté Haoussa ici, nous avons beaucoup de jeunes qui sont très sportifs, et sûrement avec l'hygiène alimentaire, parce qu'on mange beaucoup plus africain ici. Hein. Ah, d'accord. Qu'on le veille. Ouais, on mange beaucoup africain ici. On mange beaucoup de plats africains. Parce que nous avons beaucoup de marchés là. Et avec l'intégration, je vous parlais d'intégration tout à l'heure. Oui. Le quartier où je vis, nous avons 7 ou 6 magasins où on vend que des aliments africains. D'accord. De la nourriture africaine, des épices africaines, des plats africains. D'accord, ça c'est vraiment. Nous avons pas mal de restaurants. Ce qui fait que je pense que au niveau alimentaire, ça a beaucoup joué. Oui. Parce que ça compte, ce que vous soulignez là, ça compte beaucoup. Parce qu'il faut avoir une immunité, oui.
De conserver l'immunité sanitaire. Très bien. Oui, la santé. Oui. D'accord. Oui. Vous disiez qu'il n'y a pas eu assez de cas. Est-ce que, voilà, j'ai demandé aussi si, parce que comme vous aviez dit tout à l'heure, cette maladie a des cas parfois asymptomatiques, dont on ne voit pas réellement. Est-ce que il n'y a pas eu, ne serait-ce que dans cette communauté-là, des cas asymptomatiques non plus? Pas du tout? Jusqu'à présent, on n'a pas eu. Jusqu'à présent, dans la communauté Haoussa ici en France, on n'a pas eu de personnes qui ont été soit à l'hôpital, soit allées voir leur médecin, qui leur a fait savoir que vous êtes une personne à risque ou quoi. Non. Moi, dernièrement, avant le confinement, j'étais à l'hôpital parce que je ne me sentais pas bien. D'accord. J'ai eu le médecin, on m'a fait tous les prélèvements, on m'a fait tout. Le médecin m'a dit non, vous êtes négatif. Vous pouvez rentrer chez vous, reposez-vous, vous êtes en très bonne santé. J'ai toutes les preuves avec moi ici. Le médecin m'a dit vous êtes en très bonne santé, reposez-vous bien et restez chez vous. Très bien. Pour le confinement. Protégez-vous, confinez-vous bien, évitez les salutations, évitez les embrassades, évitez les sorties. Très bien. Le médecin m'a remis de la chaîne hydroalcoolique pour se nettoyer les mains et tout. Bon, à l'époque, il n'y avait pas ce problème de masque. Oui. Là, dernièrement, j'ai eu mon médecin qui m'a fait savoir que obligatoirement il faut acheter un masque pour se protéger quand je sors. Oui. Oui. Il fut un moment en France, pour sortir, il fallait une ordonnance. Je ne sais pas si c'était une ordonnance, c'était un document. Est-ce que c'est toujours, voilà, même comme on peut dire que la France est déjà en phase, oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité, malgré que la France soit déjà en phase de déconfinement progressif? Bon, moi, ce que je vais vous dire, monsieur Gambo, depuis le 13 mars, qu'on nous a confinés, je pense une semaine après, l'État a mis en place parce que on était tous interdits de sortir. Très bien. On était tous interdits de sortir. Et au bout de quelques jours, l'État a mis une application en place où tu peux faire la demande pour des besoins nécessaires. Urgents. Soit aller faire ses courses, soit aller faire son sport, soit aller voir son médecin. Ou pour ceux qui travaillent, parce que ce n'est pas tout le monde qui travaillait, c'est des personnes qui travaillent, qui ont un emploi, donc la société en a besoin, comme des restaurateurs, des cuisiniers, des infirmières et des médecins. Très bien. Moi, je suis un entrepreneur, je suis indépendant. Donc, pas besoin de sortir. Bloqué à la maison. Alors, alors, à propos des mesures de barrières, et les restrictions qu'on a eues, on a été obligé de rester à la maison 24 heures sur 24 heures. Moi, j'ai fait une semaine avant de sortir de chez moi. J'ai fait une semaine à la maison. J'ai vraiment fait une semaine. Toutes les mosquées étaient fermées et tout? Oui. Et au bout d'une semaine, je fais la demande de l'attestation pour pouvoir sortir. J'ai demandé l'attestation, on m'a accordé 1 heure. Je suis allé faire mes courses et je suis rentré. Et depuis le mois de mars, on a droit qu'à 1 heure par jour. Soit aller faire les courses, soit aller faire du sport. Avec le même document, c'est toujours d'actualité? Et avec le même document et sa pièce d'identité. D'accord. Il faut le même document et sa pièce d'identité pour sortir. D'accord. Et ça nous permettait d'avoir 1 heure de sport ou 1 heure de course. Et on était obligé de s'organiser autour de ça. D'accord. On avait 1 heure par jour. Il fallait présenter l'attestation. Et là, chez moi, j'ai un supermarché. Et devant le supermarché, il y avait toujours un quart de policiers. Il y avait toujours la police. D'accord. On faisait la queue. Et au niveau de la queue, chacun présentait sa carte et son attestation. Ok. D'accord, merci bien. Et là, depuis un moment, ça s'est assoupli parce qu'il y a le Ramadan qui est là. Restant toujours dans le même sillage, j'aimerais vous poser cette question. Comment est-ce que cette communauté parvient-elle à jumeler à la fois ce confinement et vivre pleinement le jeûne du Ramadan? Alors, parlant du mois du Ramadan, c'est un mois béni, on le sait tous, que ce soit chez les chrétiens, les musulmans ou les juifs. Nous savons que jeûner est un mois béni. Et c'est un mois où on a besoin de sérénité, de calme et de paix pour pouvoir jeûner convenablement et bien.
Et là, j'essaie de revenir sur ce que c'est le mois du Ramadan, pour ceux qui ne le savent pas. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier hijrien, seul mois dont le nom figure dans le Coran. Ramadan est pour nous musulmans le mois saint par excellence, car il constitue le mois du jeûne et contient Laylatul Qadr, ce qu'on appelle en français la nuit du destin. Ouais. Le jeûne du mois du Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge requis ne doivent pas manger, ni boire, ni fumer, ni entretenir de relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le Ramadan est considéré comme le mois de la charité, car lorsqu'il s'achève, les fidèles doivent s'acquitter d'un aumône, ce qu'on appelle la zakat al-fitr. Il est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements importants de l'histoire de l'islam sont commémorés. La culture des fêtes, des sorties et tout. Alors, je reviens sur votre question, Monsieur Gambo. D'accord. Comment jumeler le jeûne et le confinement? Ouais. Alors, pour le jeûne, parlant de moi, je passe beaucoup plus de temps à la maison. Vu que ma société ne travaille pas, je ne travaille plus, je suis confiné à la maison. Je suis célibataire, je vis seul. Je cuisine à la maison, je fais à manger. Je passe plus de temps à méditer et à prier. Les après-midi, je fais tous mes 5 prières. Et le soir, vers 17h, je fais la cuisine. C'est vrai que je sais très bien cuisiner, hein, parce que pendant des années, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai été cuisinier pendant 2 ans ici. Ok. J'ai été chef en cuisine. J'ai commencé comme plongeur et j'ai fini comme chef en cuisine. Et ça m'a permis de voir cette expérience. Et depuis, voilà, le confinement, on le gère très bien. Ok, merci pour toutes ces réponses à toutes les questions qu'on vous a posées. Et évidemment... c'est moi qui vous remercie. Voilà. Un dernier mot pour ce programme qui tire vers la fin. Un dernier mot? Bon, c'est pour souhaiter Ramadan Karim à tous les Aoussa du Cameroun, à tous les musulmans du monde, et plus particulièrement à la communauté Aoussa de Yaoundé, Breketeri. D'accord. Et beaucoup plus particulièrement à la famille Aladjali et la famille Souan Serki de la Breketeri. D'accord, monsieur Awal Maikantou Naparko, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vivement que la prochaine fois, si on vous invite, vous répondrez toujours. Toujours. Merci. Je serai toujours disponible, monsieur Gambo. Merci bien, merci bien. Et à vous qui nous avez suivis depuis le début, nous vous remercions et nous vous invitons bien sûr pour suivre tous nos programmes passés et futurs à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la clochette pour les notifications pour toutes les nouvelles publications que nous allons faire sur cette chaîne. Merci et à la prochaine.